Avec cette première thématique de l'après-midi, quand le polar se fait miroir de la société. Et pour évoquer ce thème ensemble, j'ai le plaisir d'accueillir François-Michel Dupont, Benoît Sévrac et Chloé Médy. Merci à vous. Pour commencer, avant d'évoquer même le thème, on va parler un petit peu de vous rapidement, si vous êtes d'accord. Derrière l'auteur de romans policiers, vous avez tous d'autres professions, il me semble. Est-ce qu'on va pouvoir évoquer rapidement, et si vous êtes d'accord, votre profession et comment, en quelques mots, vous êtes arrivé, on va dire, vous avez basculé du côté obscur, comment de votre vie quotidienne vous avez décidé de dégainer votre plume. On va commencer par Chloé. Non, moi j'ai pas de profession. Après, le côté obscur, j'ai commencé à écrire assez tôt, à écrire des romans noirs assez tôt, parce que c'est le format qui me convenait le mieux. C'est un format qui est quand même assez libre, on peut parler d'énormément de choses. Voilà, tout simplement. On a le droit d'évoquer ça en quelques mots. François Michel, alors, une profession... Donc moi je travaille au collège d'essai expérimental, donc je suis actuellement chargé de direction pour un mandat de 3 ans, donc seul chef d'établissement élu de France et de Navarre, me semble-t-il. Et donc je reprends mes missions à la rentrée en tant qu'enseignant et CPE. Voilà. Juste à côté de Caen, si on peut Juste à côté de Caen, Hérouville-Saint-Clair, effectivement, juste à côté de Caen, une nouvelle qui a permis l'éclosion de beaucoup de projets, dont des projets éducatifs très intéressants. Le clé est très tourné vers la pédagogie de projet, vers la pédagogie au choix, et puis très inspiré des méthodes Freinet, par exemple. Pour ta deuxième question, Sophie, eh bien, je crois que j'ai toujours un peu écrit, enfant, adolescent, etc. Et puis j'ai vraiment une affection particulière pour le roman noir. Donc moi je me suis plutôt du côté du roman noir que du thriller, pour ce que ça porte de regard sur la société. Effectivement, on est en plein thème, et sur ces bonnes paroles, je vais laisser le micro à Benoît. Bonjour. Moi, je me définis comme écrivain d'abord, et je suis aussi enseignant à l'école vétérinaire de Toulouse pour payer mes factures. Mais c'est pas un problème, ça. C'est-à-dire que d'abord, je n'ai pas de scrupules à ça, parce que longtemps j'ai dit ça avec un peu de culpabilité. Et c'est quelque chose que j'assume pleinement maintenant depuis quelques temps. Ça va être une réponse un peu longue, je suis désolé, tu voulais quelques mots, mais... Ah non, mais les mots... Non, mais parce que c'est une question très très complexe, hein, mais il y a des vertus aux impôts. Je suis un des rares Français à le dire. Un jour, les impôts m'ont rattrapé et m'ont dit mais votre administration nous déclare tant, parce que vous savez, on ne peut pas tricher quand on est fonctionnaire. Et donc, et vous déclarez plus. C'est bizarre. Hein. Et j'ai dit, ouais, mais je suis aussi écrivain à côté, et je mets mes revenus là-dedans. Ils m'ont dit, non, mais ça, c'est pas possible. Enfin, vous pouvez, mais c'est couillon, parce qu'en fait, vous pouvez payer moins. J'ai dit, ok, ça m'intéresse. Et du coup, ils m'ont dit, il faut faire une déclaration, P0, je sais pas quoi, URSSAF, là. Et vous allez recevoir un papier comme quoi vous pourrez déclarer un truc complémentaire, C32, 22, je sais pas quoi. Et j'ai dit, ok, j'ai fait une déclaration de demande de statut d'activité en non salarié. Et j'ai reçu ce papier une semaine plus tard, c'était très rapide. Il y avait vraiment marqué, vous êtes en activité non salariée officiellement, votre deuxième métier est artiste et sous-catégorie écrivain. Et là, ça a été comme une révélation. Ce jour-là, j'ai assumé. C'est marrant, en fait, c'est le regard de la société sur votre travail, quoi. Là, je me suis dit, c'est comme si je recevais un diplôme, en fait, ou si j'étais recruté un CDI, quoi. Et je me suis dit, ok, maintenant, j'assume le fait d'être écrivain. Et je fais très bien mon métier d'enseignant, je pense. C'est un métier que j'aime. On ne peut pas enseigner si on n'aime pas. Mais par contre, je m'en fous. Et ça, à un moment donné, on peut l'assumer publiquement en disant j'ai aucune ambition là-dedans et j'accepte que ça paye mes factures, mais un peu comme Jean-Baptiste Poquelin a accepté que le roi lui paye des subventions, quoi. Enfin, c'est un mécénat et ça me va très bien. Après tout, la République peut entretenir ses auteurs de polar, quoi. C'est l'envie, c'est un peu justement l'espoir. J'ai adoré que votre réponse soit même plus longue que quelques mots, parce que l'idée de Modifleury, c'est ça. C'est montrer qu'un auteur n'est pas, entre guillemets, qu'un auteur, qu'on peut avoir plusieurs vies, montre aussi la complexité aujourd'hui. Est-ce qu'on peut vivre pleinement de sa plume? Est-ce qu'on a envie de faire plusieurs choses
dans sa vie. Donc c'est montrer un peu les coulisses. Il y a également des éditeurs qui sont là ce week-end. Vous avez des personnes qui travaillent dans des maisons d'édition. Le livre aussi aujourd'hui c'est ça, on n'est pas juste, on va dire, le lecteur et l'auteur. Il y a plein de gens qui sont là autour et montrer un peu toutes les facettes. C'est ça que je voulais faire aussi un peu dans cette intro. Nous allons revenir donc sur... Non, juste 2 mots encore, parce que... non, mais plus largement, tous les auteurs que je connais se débrouillent avec le réel, leur vraie vie. En fait, ce que moi j'appelle la fausse vie, quoi. On se débrouille tous pour donner le change à la vraie vie, pour payer nos factures. On a tous, et inconsciemment ou consciemment, on s'arrange tous avec cette réalité-là pour trouver un boulot qui nous permette, malgré tout, d'écrire. On articulera tôt ou tard, et ça peut mettre du temps, hein, ça peut mettre 40 ans, 50 ans, mais à un moment donné, on va arriver à faire en sorte qu'on puisse écrire, et pas attendre la retraite pour écrire. Le nombre de gens que j'entends dire « j'écrirai quand je serai à la retraite », ben non, tu n'écriras jamais, parce qu'on ne commence pas à la retraite, on commence à 10 ans. Et ça, on s'arrange tous avec... et on est très peu, ils sont très peu à pouvoir vivre de leur droit d'auteur pur. Hein. C'est très rare en fait en France. Il y a beaucoup de gens qui complètent ils ont un RSA, ou ils font des interventions scolaires, beaucoup, ou ils font des ateliers d'écriture, ou ils font écrivain public, ou ils font nègre, même si on devrait trouver un autre terme aujourd'hui. Mais bon, tout ça, ça fait que les gens vivent de ces droits d'auteur purs. Ils sont 200 en France. Ce sont les chiffres de la Société des gens de lettres, quoi. C'est très difficile de vivre de ces droits d'auteur purs. C'est à peu près 200% des auteurs vivent de leur plume, ça serait beau. Non, apparemment c'est 2%, je crois, des auteurs qui peuvent vivre de leur plume. Mais ce qui est intéressant, c'est ce midi, ou pendant tout le week-end, on a parlé aussi de moi j'écris dans le train, il y a ceux qui écrivent 2 heures par jour, quand je dis par jour c'est plus la nuit, il y a ceux qui écrivent la nuit parce qu'il y a aussi la vie familiale, il y a tous ces aspects, et aujourd'hui on parle aussi de la société, et comment un auteur aujourd'hui peut parler de la société, peut arriver à trouver le temps d'écrire, et comme Benoît l'a si bien dit, c'est que c'est presque viscéral ce besoin d'écrire, et on fait avec pour arriver à moduler sa vie, à avoir tous plusieurs, c'est parti aussi, plusieurs métiers en même temps. Nous allons parler des lieux où se passent vos actions. Notamment, ils sont très ancrés on est sur la thématique de la société et de la ville. François Michel, votre roman se déroule pas loin d'ici, vu qu'on est dans la ville de Caen. Benoît, pour le chien arabe se déroule à Toulouse. Et puis Chloé a décidé de nous faire une ville un petit peu mystère, comme ça. Il n'y a pas de lieu qui citait. Mais est-ce que c'était important pour vous là je vais parler aux 2 auteurs qui ont choisi de mettre un nom sur cette ville, est-ce que votre roman devait se dérouler dans cette ville-là, ou serait pu se situer dans une autre ville? On va commencer, on va dire, par le local de l'étape. Petit aparté par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, Benoît disait que effectivement ce serait bien d'avoir une reconnaissance plus importante des auteurs. Pour ma part, j'aime beaucoup les deux. Il y a effectivement quelque chose de viscéral à écrire, mais je me sens effectivement très porté aussi par la dimension éducative. Et j'aurais paradoxalement du mal à couper l'un pour l'autre. Et je trouve que, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais l'écriture du polar, elle est aussi empreinte de questions éducatives. Voilà. Donc juste un point comme ça. Donc par rapport à Caen, ce qui m'intéresse, c'est l'écosystème, c'est-à-dire qu'il y a des questions qui sont universelles, mais il y a aussi des questions qui sont propres à une ville, et je trouve que c'est bien. Je me méfie beaucoup des entreprises d'aseptisation. Quand on rentre dans un centre commercial, on ne sait pas bien où on est, et je trouve que c'est bien aussi de rendre compte des particularités d'une ville, que ce soit dans sa géographie, dans les personnes qui évoluent. Et ce qui m'intéressait sur Caen, eh bien, c'était cette coupure presque franche, malheureusement, entre le monde de la lumière et le monde de la nuit, le monde du visible et le monde de ce que repousse notre hypocrisie. Et géographiquement, c'est très marqué sur Caen, parce que vous avez une presqu'île qui est en train de progresser, qui est en train d'être refaite. Il y a une bibliothèque, il y a le bâtiment de palais de justice. Et puis, plus on avance et plus on repousse bien tout ce qui nous embarrasse, à savoir les SDF, la prostitution, les réfugiés, les sans-papiers, etc., les squatteurs. Et vous avez vraiment cette marge juste au côté de la ville. Et ce qui m'avait fasciné, c'est que vous avez un paysage qui est magnifique de friches industrielles, et vous avez aussi des lumières. Et si vous regardez, alors il y a un bistrot là qui est à cet endroit-là, il y avait un pont,
Et c'était flagrant. D'un côté, vous avez le propre, et de l'autre côté, vous avez le sale. Vous avez le goudron qui a été refait, de l'autre côté, vous avez le trou. Des trous dans le bitume avec les mouettes, etc. Et ce que j'aime aussi, c'est que l'empreinte de cette presqu'île, c'est toute la culture ouvrière de Caen. C'est quelque part aussi son identité maritime, son ouverture au monde par le commerce du bois, etc. Et voilà, je ne voudrais pas que tout ça, tout ce passé ouvrier, toute cette ouverture au monde finisse sous le béton. Et je pense qu'il faut essayer d'intégrer tout le monde dans une société. Et je trouve dommage qu'on continue à repousser aux marges comme ça. Et je trouve que, pour répondre à la question, voilà, on est empreint d'un écosystème. Et je pense que c'est important de le faire vivre aussi dans nos livres. Et l'autre jour, une lectrice m'a dit qu'effectivement, la ville de Caen était quasiment un des personnages en fait, du roman. Benoît, est-ce que c'était important de situer le roman dans une cité de Toulouse ou cette cité est plus un symbole d'autres villes aussi c'était, Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire et j'adhère. Je pense que j'adhère sur ton affirmation. Les romans qui se passent quelque part ont quelque chose d'universel, évidemment. Je suis certain que tu peux intéresser, heureusement, un lecteur qui vient de New York et qui lira quelque chose sur Caen, mais en même temps de spécifique, qui fait qu'on aime le roman nordique ou on aime bien lire quelque chose qui se passe en Espagne, parce qu'on découvre un lieu, une culture, et on est tous les mêmes partout, mais en même temps pas vraiment quand même. Il y a des filtres de culture qui font qu'on n'est pas le même humain ici qu'en Chine. Ok, ça d'accord, mais je pense que ce qui diffère, c'est que pour moi, Toulouse n'est pas un personnage. Toulouse, pour répondre à ta question directement, ça pourrait se passer n'importe où ailleurs, ce serait pour moi la même, peut-être pas la même histoire, parce qu'il y a des éléments, il aurait été le même. Et mes personnages auraient été encore une fois différents parce qu'ils venant d'ailleurs, mais je les aurais... mon propos aurait été le même, ça, j'en suis persuadé. Et je ne prends Toulouse que comme un décor, parce que j'y habite, donc c'est facile pour moi d'être authentique dans mon décor. Mais j'ai déjà écrit des nouvelles publiées qui se sont passées à Washington, parce que j'avais été à Washington et que ça me suffisait pour... par contre, j'ai besoin d'y être, j'ai besoin d'y aller en tout cas, d'avoir un rapport sensuel avec les lieux, affectifs éventuellement, mais en tout cas sensuel, au sens, les sens, quoi. Le nez, il faut que j'ai senti, entendu, vu, les choses, et même touché, j'ai besoin de ce truc-là. Mais donc Toulouse est commode pour moi pour ça, mais tu me mets 15 jours au Portugal et je te fais un polar, c'est au Portugal, quoi. Il n'y a aucun souci. Il n'y a pas de propos du tout, mais en même temps, c'est pas un postulat, c'est-à-dire que j'admets, toi je sens un truc très fort à dire sur Caen, un propos sur Caen, et je trouve ça super, quoi. Ça me donne envie de lire. Je vais juste donc il y a Caen dans ce roman, mais il y a aussi, on va partir après vers la Bretagne, ça c'était une petite question personnelle. On viendra après sur la suite. Et après sur la Norvège, oui. Mais le choix de la Norvège, là il est tout à fait symbolique, politique et important. Mais si tu veux qu'on y revienne après, on y reviendra après. On reviendra sur ce sujet après. Et Chloé, Chloé, vous n'avez pas donné de nom à votre ville. Est-ce que c'était une volonté justement de se dire mon histoire elle peut être n'importe où en France? C'était quoi ce choix de ne pas désigner? Ou c'était le côté liberté, je veux dire comme ça, le nom de rue, j'invente ce que je veux, c'était... Alors c'était un peu les deux, parce qu'effectivement, je trouve qu'on se piège rapidement à utiliser des noms de villes. Enfin moi, l'histoire se passe jamais dans une ville définie. Si j'ai besoin d'un fleuve et qu'il y a une forêt à côté, bon, c'est pratique d'avoir une ville complètement anonyme. Puis le fait de devoir suivre des noms de rues, de calculer la trajectoire des personnages, je trouve ça ultra chiant. Puis bon, la seule ville que je connais bien, c'est Lyon, parce que j'ai habité toute ma vie là-bas pratiquement. Et bon, je trouve pas que ce soit une ville très intéressante à décrire, peut-être parce que j'y habite aussi. Après, je trouve que en France particulièrement, parce que je connais pas trop les autres pays, on a quand même des processus urbains qui sont qui se retrouvent un peu partout finalement dans toutes les villes de France, au niveau de la gentrification, au niveau de repousser les populations plus pauvres. Ça résonne aussi avec ce que tu disais, les marginaux, les personnes qui ne sont pas productives aux yeux des classes dirigeantes ou quoi que ce soit, qui sont toujours repoussées vers l'extérieur.
Et ça se retrouve un peu partout, donc c'était une volonté de ne pas donner de nom à cette ville, parce que ça peut être, je pense, partout en France au final. Enfin, n'importe qui peut reconnaître sa propre ville. Et c'est ça qui est intéressant cet après-midi, c'est que vous avez tous les trois des voix différentes, des versions différentes de décrire la ville. Et en même temps, il y a ce même lien social. Et avant d'aller plus loin, moi j'avais envie de vous dire quelques mots, vous lecteurs, sur les derniers romans que vous avez pu écrire. Là, c'est Benoît avec Le Chien Arabe. Celui-ci donc se situe dans une cité de Toulouse où en pleine nuit, il y a une jeune fille un peu paniquée qui va appeler une veto pour lui dire faut venir, il y a un chien qui est en train de mourir. Elle veut pas trop en dire, mais le chien a été battu. Elle avait la veto qui fait des urgences de vie devant ce qui a pu se passer, mais elle sent qu'il y a une panique réelle et que cette petite nana a besoin d'aide, que c'est quelque chose de viscéral. Et cette veto, elle aime son métier, donc un chien qui est en train de mourir, elle dit que c'est pas possible. Donc elle va aller dans une cité où elle normalement, voilà, en bas d'une tour, où c'est plutôt, il faut même dans la journée déjà, il faut éviter de mettre les pieds, mais en pleine nuit c'est juste pas possible. Mais elle ira quand même. Et quand elle va ramener le chien, puis cet ado qui est un peu en panique, elle l'amène aussi dans la clinique. Et les premiers examens vont montrer que ce chien est bourré de drogue, qu'il est sur le point de mourir et qu'en même temps, il y a quelque chose qui est vraiment pas normal. Avec cette idée de qui a pu bourrer un chien de drogue, qu'est-ce que ça révèle. Il y a toute cette enquête et cette peinture sociale, et on a très vite aussi des jeunes qui vont venir menacer la veto. Le chien qui est bourré de drogue, il faut imaginer que c'est un peu comme une valise bourrée de billets, il appartient à quelqu'un. Qui il appartient, on va vouloir le récupérer, et c'est vraiment un portrait d'une tour, et comment est-ce qu'on contrôle une tour, comment est-ce qu'on contrôle une ville, comment on contrôle un trafic de drogue. Et aujourd'hui, ça va même plus loin, ce roman il est marquant. Est-ce qu'on fait le choix de laisser une tour, et Olivier Norek l'a abordé aussi dans le territoire, est-ce qu'on laisse un trafic de drogue? Parce que c'est aussi une sorte d'écosystème, comme François Michel le disait, on parle d'écosystème, le trafic de drogue aujourd'hui en fait partie, et en même temps que vous avez le choix aujourd'hui entre qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je prends des trafiquants de drogue, je les laisse travailler, puis en même temps ce sont mes informateurs, tout en sachant qu'il y a peut-être 2-3 islamistes et qu'il peut y avoir un attentat demain. Donc on est aussi sur le choix politique, on est sur le miroir de la société, donc c'est Le Chien Arabe, et Benoît il sort bientôt chez Pocket. Je sais que ça a changé de titre pour Pocket, j'ai un titre mémoire pour le titre. Pardon. Chapitre 3, il faut un truc qui réveille un peu le lecteur. C'est fait. Ça va s'appeler Trafic, au pluriel. Ouais. Trafic. Le nouveau, donc, et c'est paru à la Manufacture de Livres. J'ouvre une petite parenthèse pour la Manufacture de Livres, qui est une maison d'édition pour laquelle j'ai une vraie affinité aussi. Derrière, c'est Pierre Fourniot, qui est un grand éditeur, qui croit beaucoup dans ses auteurs, qui les accompagne. Aujourd'hui, un éditeur, c'est aussi quelqu'un qui permet de révéler la société. Les auteurs peuvent être un peu comme des diamants bruts. On a besoin des fois de tailler un petit peu, faire sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et Pierre Fourniot fait partie de ces gens-là. Ces maisons aujourd'hui qui vous aident à grandir. Il y a une toute petite collection avec des petits textes, des petites nouvelles. La France, par exemple, n'est pas un pays de la nouvelle. Pierre Fourniot, avec le travail qu'il fait depuis quelques mois, il est en train de faire revivre un genre qui était presque sur lequel on avait tiré un trait en France. Donc moi, je voulais saluer notamment le travail de cet homme que j'admire au passage. Le Vistamboire, aussi la petite fierté de se dire à Caen, on a aussi des très belles maisons avec Emmanuel Chevalier et Les Ombres du Quai. Donc là, on est vraiment dans quelque chose qui nous touche. On est à 2 pas d'ici pour les Canets. Comme l'a dit François Michel, il y a la très belle bibliothèque qui a été construite, mais derrière, il y a des camionnettes blanches dans lesquelles des femmes travaillent. Et là, on va retrouver un petit gamin qui a été égorgé. Qui a pu le tuer? Pourquoi est-ce qu'on tue un gamin un petit gamin qui pourrait être le fils de n'importe lequel d'entre nous? Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, tout seul, un peu paumé? Et derrière ce quai, il y a les camionnettes. Personne ne parle. Les gens qui sont là, ce sont peut-être des sans-papiers, on ne sait pas trop qui ils sont. Et là, on est sur le policier plutôt sympa qui vit dans le port, qui est sur son bateau et qui va essayer, lui, peut-être d'aider, qui a peut-être du mal aussi à supporter cette mutation de notre ville, à la fois qu'on aime, mais plus ça va, plus la ville devient belle et plus on cache un peu sous le tapis des gens qui méritent aussi qu'on s'intéresse à eux. Donc c'est Les Ombres du Quai qui vont sortir, parce que c'est une sortie en exclusivité. Officiellement. Voilà, la sortie officielle, elle est aujourd'hui, c'est ce week-end, donc pour Fleury. Et Chloé Midi avec Rien ne se perd, qui est aux éditions Gigal. Et là, on va découvrir, on est toujours dans une ville, avec une ville qui a été marquée par une bavure policière. Il y a un jeune homme qui s'appelle Saïd. Saïd, il a été tué il y a 10-15 ans. Et Saïd, il y en a qui continuent à dessiner son image sur le mur de la cité, parce que
voilà, il n'aurait pas dû mourir, on n'a pas le droit de mourir ado comme ça, même si est-ce qu'il a commis des actes de délinquance, les gens des fois ont oublié, savent plus qui c'est, mais c'est une sorte de légende urbaine, même pour les gamins d'aujourd'hui. Saïd, c'est quelqu'un qui marque, il y a à côté un vent de révolte. Et on a Mathia, pour qui, oui, Mathia, il ne sait pas pourquoi, il est obsédé par Saïd, ça le hante. Et Mathia, je crois qu'il a 11 ans, hein, Mathia, il grandit dans une famille qui n'est pas tout à fait une famille normale, parce que sa famille, il n'en a plus vraiment, son père s'est suicidé quand il était tout petit. Son tuteur, c'est quelqu'un qui a une vingtaine d'années, qui est un peu paumé, qui bosse la nuit, mais en même temps qui a envie. Voilà, il ne sait pas ce que c'est qu'être papa, vraiment la parentalité, c'est pas son truc, mais en même temps il veut protéger ce gamin. On est aussi sur des êtres cassés qui essaient de grandir ensemble, sur le fait que les émotions, des fois c'est dur à passer, et puis en même temps on sent qu'au fond d'eux il y a plein de belles choses à découvrir. Et à travers ce roman, à travers Mathias aussi, une vraie réflexion à la fois sur tout ce qui est assistants sociaux, sur un gamin qui a du mal avec sa scolarité, est-ce que c'est un génie, est-ce que c'est un paumé. C'est vraiment, tous les trois, vous avez fait des... j'ai de l'émotion dans la voix parce que ça fait partie des bouquins, c'est pas des bouquins que vous lisez, c'est des bouquins que vous vivez, donc là j'ai des émotions qui ressortent pendant que je vous parle. L'idée c'était justement les personnages qui sont très forts chez vous. On est notamment, il y a la notion ce sont des jeunes. François Michel, c'est un petit gamin, un jeune ado qui est égorgé sur les quais. Vous deux, ce sont des jeunes personnages. Est-ce que c'était important pour vous d'avoir quelque part la société vue par le prisme de l'ado ou de l'enfant? Est-ce que vous aviez envie les uns comme les autres, de montrer un peu la société, mais via le regard des plus jeunes? Moi, pour aborder le sujet des violences policières, qui est quand même assez pas évident à aborder, alors je précise quand même, parce que ça n'a pas été précisé dans le résumé, que la problématique c'est plus l'impunité juridique des policiers qui tuent des jeunes arabes, en général noirs, que les bavures en elles-mêmes, qui peuvent être, bon, ça peut arriver, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais de réponse juridique derrière. Pour revenir à la question, c'est un sujet qui est très dur à traiter, je trouve, et le traiter par le biais d'un enfant qui n'a pas subi les événements, mais qui a déjà du recul par rapport à la situation, ça permet d'avoir vraiment une image, une vision, je sais pas, plus intéressante, avec moins de clichés aussi, parce qu'un enfant, du coup, ça peut être dans les clichés, puis en même temps, ça peut être l'inverse des clichés, dans le sens où il n'a pas encore une image précise du monde, et ça laisse une liberté d'écriture qui est assez intéressante, je trouve. Non, moi la démarche a été un peu différente. Elle a donné lieu à 2 romans d'ailleurs. Finalement, Little Sister en littérature jeunesse et Le Chien arabe en littérature adulte, qui ont été écrits conjointement et qui sont partis d'une même idée de départ qui était compliquée aussi. J'imagine que le thème des bavures policières ne peut pas être dans le cliché ni d'un côté ni de l'autre, sans angélisme. J'imagine que c'est très compliqué. Là, c'était le thème du terrorisme suite aux événements Mohamed Merah à Toulouse en 2012, qui est un thème super compliqué. C'est vrai que là aussi, c'est un peu chaud, il faut vraiment se méfier de ce qu'on raconte. Et c'était une question de journaliste qui a suscité déjà cette envie d'écriture au départ. C'était le moment où Mohamed Merah était recherché, identifié donc, mais pas encore logé ni abattu. Et donc comme tout Toulousain, mais même comme tout Français à ce moment-là, on était tous quand même dans un état de choc profond. Toulouse, véritablement, on sentait dans la ville, les gens étaient sonnés, debout. Elle a appelé deux auteurs, Pascal Dessin et moi-même, parce qu'on est un peu identifié polar, roman noir, social, notamment toulousain. Et donc, elle nous a posé la question qui était de savoir si, en tant qu'auteur de noir, ça pouvait nous inspirer quoi que ce soit, cette histoire de Mohamed Merah. Et j'ai trouvé vraiment la question dégueulasse, quoi. C'était à la limite c'était du malsain, quoi. Et j'ai raccroché en disant, ben non, ça ne m'intéresse pas, ça me dégoûte, voilà, quoi. Et en même temps, en raccrochant, je me suis dit, ouais, mais bon, finalement, est-ce qu'un auteur de noir, est-ce que c'est pas aussi son rôle de parler de ça, de donner une lecture de ça? Et j'ai réfléchi en me disant, ouais, mais j'ai pas envie de parler de Mohamed Merah. J'ai pas envie de lui donner la parole, j'ai pas envie de parler des victimes, même si c'est très légitime, hein, mais parler de petits enfants juifs abattus dans une école, de quel droit, il y a des parents avec leur peine, qu'est-ce que moi j'irais dire de plus que ça, quoi.
Et puis ça va, on va nous bassiner, je savais qu'on allait nous bassiner dans la presse avec ça pendant un bon moment. Et encore une fois, c'est légitime, on a tous besoin de sortir ça. Mais moi, j'allais pas rajouter une couche de ça. Et je me suis dit, tiens, alors un angle possible serait d'imaginer les victimes collatérales de tels événements, à savoir la famille d'un djihadiste. Et sans parler d'un djihadiste issu de l'immigration maghrébine, musulman, de culture. Non, prenons un Français de souche et imaginons que je suis sa petite sœur. Je me réveille un matin, je sais que depuis quelques jours, un salopard est identifié, a commis des horreurs, voilà, c'est l'ennemi public numéro 1 recherché, et tout d'un coup, un matin, je me lève et cet ennemi public numéro 1, c'est mon frère. Comment je me sens à ce moment-là? Je sais que je vais être montré du doigt, je vais être stigmatisé, je vais être aussi, les parents au même titre vont être la famille qui a engendré ce monstre-là. Et donc ces gens-là n'auront jamais le droit à la compassion, notre compassion collective, ni la pitié, ni on ne va pas penser à eux en tant que victimes. Alors je comprends notre réaction, mais en même temps, les parents de Mohamed Merah, on a beau savoir, après on a su que le rôle de sa sœur, le rôle de son frère, ça, mais au début, là, si on part dans l'absolu, les parents d'un terroriste, ils perdent un enfant, ils perdent un fils, quoi. Et ça, voilà, je me suis dit là, il y a un angle possible pour moi, d'empathie possible pour cette gamine-là. Ça m'évitera de parler de Mohamed Merah, ça m'évitera de parler de l'enfant. Et c'était parti, l'identitaire était né dans ma tête et le chien arabe. Alors, le coup, pour revenir sur ta question, l'enfant ne sert à rien d'autre qu'à mettre en valeur la vétérinaire, finalement l'adulte. Donc moi, c'est pas une histoire de point de vue d'une ado. Dans Little Sister, oui, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui. Mais dans le chien arabe, non. C'est une histoire de veto, une histoire d'amitié de la part d'une adulte qui se prend d'amitié pour une gamine. Mais on parle de l'adulte. Et même, finalement, le personnage de la flic va apparaître à un moment donné dans mon écriture. Elle n'était pas prévue au départ, elle est apparue et elle a pris de plus en plus d'importance, quoi. Et donc c'est devenu une histoire vraiment d'adulte. Ouais. Puis même l'ado, elle grandit très vite, ce qui va se passer, voir comment justement cet ado, avec tout ce qui se passe autour d'elle, en quelques heures malheureusement pour elle, elle devient une adulte. Parce que je pense que les événements l'auront... Elle est projetée dans un monde d'adultes, ça c'est clair. En tout cas, voilà. Mais c'est pas elle mon narrateur, quoi. Enfin... Et là, je voulais rebondir un peu sur vos propos. C'est quand il se passe un fait divers, est-ce que vous aimeriez avoir justement la capacité de se dire tiens, si le roman pouvait, j'écris le roman presque en une nuit et puis il va sortir dans 2-3 jours, ça serait génial, c'est-à-dire il vient de se passer quelque chose et j'en parle, ou est-ce que c'est important justement de laisser les choses décanter, prendre le temps de subir les événements, de les digérer, de les remettre sur le papier? Comment est-ce que vous ressentez ça, chacun? Ouais, par rapport à la question de l'enfant, moi ce qui m'intéresse aussi, c'est en fait, l'enfant il n'est pas égorgé, en fait, il le retrouve mort et surtout défiguré, donc on l'a privé de son identité aussi. Et la question c'est comment est-ce qu'on peut arriver dans une société à tuer un gamin de 11 ans, et c'était ce qui est le plus abject comme crime, et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on peut arriver à ça, quoi. C'était la question qui m'intéressait. Par rapport aux faits divers, je pense que, je parlais pour moi en tout cas, ça peut nourrir effectivement l'inspiration, la prise de notes, mais concernant en tout cas, je pense qu'il faut qu'il y ait de la construction autour, il faut qu'il y ait de la densité, il faut qu'il y ait du recul, de la mise en perspective, et que l'idée d'écrire un roman en une nuit autour d'un fait divers me fascine pas. Je préfère effectivement prendre de la perspective par rapport à ça. Depuis Balzac, il y a plus grand monde qui a écrit un roman en une nuit, quoi, de toute façon, je pense. Non, surtout pas. Ma réaction, c'est surtout pas. Le fait divers, il est absolument pas intéressant tant qu'il trahit pas ou traduit pas une tendance lourde de la société. Moi, ça m'intéresse pas un fait divers. C'est de l'émotion. Mais ça, vous en avez plein à la télé, quoi. Il n'y a pas besoin de romanciers pour ça. Les romanciers doivent transcender, on dit souvent ce mot-là, mais c'est ça, transcender le réel, pour en faire de la fiction. Il ne faut pas oublier que c'est une fiction. Alors, on est vraiment au cœur du débat, là. Fiction, réel, hein. Nous, c'est de la fiction. Et donc, ça doit être de l'émotion pour les lecteurs. Tu parlais d'émotion, super. Et de l'identification,
Et alors que le fait divers, c'est au contraire. Enfin, quoi que si, ils jouent là-dessus, ils veulent qu'on s'identifie, hein. Mais bon, on n'est pas du tout dans le même but, quoi. Et puis il faut que ce soit beau aussi, il faut que ce soit de la littérature, il faut que ce soit bien écrit, il faut qu'il y ait de la poésie là-dedans, il faut qu'il y ait des allitérations, des figures de style, des ellipses. Enfin, c'est un boulot aussi d'écrivain. On n'est pas. Je déteste. Aïe, aïe, aïe. Je vais faire une. Ouais, je crois que je vais commettre un impair. Ça m'énerve, on va dire. Je vais essayer je suis un peu agacé quand sur certains sites, on classe les choses en roman policier et littérature. Tiens, et nous, c'est quoi? On est des romanciers. On écrit du noir, mais on s'en fout. C'est un roman. Et le roman et le polar, c'est de la littérature. Enfin, il faut arrêter avec ça, quoi. Et donc, si des gens qui défendent le polar eux-mêmes classifient en disant littérature et roman policier, c'est foutu. On scie la branche sur laquelle on est assis. Bon. Ça y est, mon père est commis. Mais c'est en toute amitié, parce que c'est pour la défense du polar, évidemment. Donc bon, voilà, je vais arrêter de ramer maintenant. Et ça ne laisserait pas quelqu'un qui peut avoir un site sur le roman policier. non, mais bon, en fait, ça est là, il faut que je... Et tout ça pour dire que non, voilà, le fait divers doit rester à sa hauteur, et il devient intéressant que quand s'il est répété, si c'est... Voilà, s'il y a quelque chose derrière qui peut, comme tu dis, prendre du recul, une perspective, ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, sur le fait divers, je trouve que tu évoquais un sujet intéressant, la question de qui on est, pour parler aussi en général, les faits divers, donc ça remue énormément de tensions sociétales, ça remue énormément, donc il y a les victimes, il y a les politiques qui s'emparent du truc pour faire monter la sauce. Nous on est là au milieu, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vrai que sur le terrorisme par exemple, c'est super chaud, et je trouve que c'est super intéressant ce que tu racontes, l'angle depuis lequel t'es parti, d'ailleurs ça me donne envie de lire tes livres. Parce que j'avoue, j'avais vu ton 4e de couverture de Le Chien Arabe, et je m'étais dit, oula, il va écrire sur le djihadisme. Bon, j'étais là, c'est un peu sensible, c'est un peu chaud, mais du coup voilà, ça m'a convaincu. Et après sur le traitement à chaud de l'information, on peut aussi, de nos jours avec les chaînes d'information continue, on va avoir des fausses pistes, on va avoir des convictions qui vont apparaître tout de suite dans les heures qui suivent un fait divers. Là je parle plutôt d'attentats en filigrane, parce que c'est souvent ça les faits divers en ce moment. Et on va avoir souvent il va falloir quand même plusieurs mois pour finir par comprendre comment ça s'est passé exactement, etc. On traite beaucoup à chaud, donc c'est vrai que c'est la dernière chose à faire, d'en rajouter une couche. Et je suis pas sûre que de toute façon il y a beaucoup d'éditeurs qui suivent là-dessus. Mais après il y a beaucoup quand on voit en littérature politique les essais qui sont publiés par d'autres politiques sur ceux qui partent, sur ceux je quitte le gouvernement, j'écris un bouquin pour tacler tout le monde, dans le truc à chaud, et ça fait vraiment charognard, je trouve. Et je pense qu'on n'est pas des charognards, on est des romanciers. Bon, on prend la charogne, mais la vieille, quoi, celle qui a eu le temps de refroidir. Et c'est assez important dans la façon de traiter le truc, quoi, pour pas se planter. Enfin, moi, ça m'est arrivé d'avoir des réactions à chaud sur des événements, d'avoir une conviction, de dire ah ça c'est bien, ça c'est pas bien, et puis 2 mois après, je suis là, non, je me suis planté complètement, donc autant pas le faire tout de suite, quoi. Ah mais c'est bien, c'est important comme vous avez un rôle à jouer. Et quand on dit quand le polar se fait miroir la société, est-ce que ce miroir il peut être déformant pour l'intérêt de la fiction justement? Est-ce que vous autorisez à inventer complètement des choses, ou vous voulez rester toujours dans le réel? Est-ce que c'est important pour vous quand même, ou vous permettre, vous pourriez aller sur un côté futuriste, inventer, je sais pas, des choses politiques ou autres, ou vous voulez vraiment rester toujours sur le réel dans vos textes? La question est un peu bizarre. Non, c'est très très important ça de parler de ça, parce que c'est moi non, voilà, par goût de lecture même déjà, et donc naturellement j'écris que si c'est réaliste. Et quand je lis des choses qui sont tout de suite vers le fantastique ou alors la SF, n'en parlons pas, je peux pas rentrer dedans, ça me tombe des mains, parce que pour moi tout
tout ce qui est... voilà, tout ce qui n'est pas réaliste ou plausible, j'adhère pas, j'y crois pas. J'y crois pas. Donc, mais réel, c'est pas pareil que réel. Qu'est-ce qui se passe ? Je vérifiais l'intitulé, est-ce qu'on a mis le mot réel ? Ah ouais, non, c'était ce que tu venais de dire, de réel. Non, c'est réaliste, oui. Réel, non, on fait ce qu'on veut. Même par rapport à la ville, on revient sur la question de tout à l'heure, mais on peut inventer un poteau là où il n'y en a pas un. On a quand même le droit, quoi. Alors je suis d'accord avec toi, on s'embête avec des histoires de ville et de distance, mais on peut faire ce qu'on veut. Pascal Dessin, justement, pour reprendre l'exemple qui est un auteur toulousain, mais qui a beaucoup écrit sur Toulouse, qui maintenant écrit sur Dunkerque et le Nord, parce qu'il est revenu à ses origines. Lui, il en avait marre qu'on l'embête avec cette histoire-là. Parce qu'il y a des lecteurs qui disaient « Ouais, mais non, il y a 30 mètres entre... Bon. Il en avait marre, donc il a inventé une rue qui n'existe pas. Entre la rue Truc et la Truc machin qui existait, il a inventé la rue Truc, ou X, qui n'existait pas. Et les gens sont venus se plaindre en disant « Ouais, mais on a cherché partout la rue machin. » C'est bon, c'est comme bouquin, faut arrêter d'y croire, quoi. C'est marrant, hein. Ils n'existent pas tous, les personnages, c'est pas des vrais gens. Toi, c'est que t'as compris. Mais même, on peut s'affranchir du réel quand ça nous arrange. Pourvu que ça reste réaliste. En tout cas, dans mon écriture. À peu près le même propos, effectivement. Je pense qu'il y a des parenthèses de fiction qui peuvent permettre de souligner la qualité. Le réel, de le mettre en exergue, de le mettre en problématique, mais c'est à peu près la seule latitude. Je ne partirai pas non plus vers quelque chose de fantastique ou d'irréaliste, mais c'est un autre genre, et c'est un autre travail. Je suis admiratif aussi des gens qui peuvent le faire, mais c'est pas ce que je souhaite faire. Bah, moi j'adore la science-fiction, et je préfère largement ça au polar, d'ailleurs je fais pas beaucoup de polar. Je trouve ça beaucoup plus inventif, beaucoup plus dur à faire. Et d'ailleurs je trouve que les auteurs de science-fiction et de fantastique, mais plus de science-fiction, sont à tort considérés vraiment comme un sous-genre, parce qu'on se plaint souvent du polar, qu'on est mal considéré par rapport aux auteurs de littérature blanche, mais alors SF fantastique, là c'est encore autre chose, c'est vraiment les parias quoi. On les voit comme des geeks qui passent leur temps devant un ordinateur. Enfin bon, et moi je trouve ça beaucoup plus dur de faire de la SF, c'est beaucoup plus imaginatif, il faut vachement plus réfléchir. Bah, moi j'écris un peu de SF, mais j'ai pas encore essayé d'en publier. J'espère que ça viendra. Mais je trouve ça super intéressant. Mais les deux, hein, je fais pas une hiérarchie non plus. Hein. Je dis juste que je trouve ça plus difficile de faire de la SF et que ça demande plus d'imagination, je trouve. Mais bon, c'est mon avis personnel. Après, mélanger les deux, moi je l'ai fait dans mon premier roman, mais je pense que je le ferai plus. Je pense que c'était pas forcément une bonne idée. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, qu'il faut pas le lire. Hein. Il est en vente dans cette salle. Mais j'ai fait de la légère anticipation en prenant des tendances, très vagues tendances. Enfin, c'était assez facile, hein. Je me suis pas trop pris de risques. En gros, ça se passe de nos jours, mais il y a eu l'éclatement de l'espace Schengen. C'était avant la fermeture des frontières, du coup, qui est en ce moment. Mais bon, c'était pas très difficile à prévoir. Donc il y a éclatement de l'Union Européenne, des trucs comme ça, mais qui n'ont pas des incidences non plus énormes sur l'histoire. Je trouve ça intéressant de dégager des tendances, d'imaginer, dans 10 ans, qu'est-ce qui peut se passer. C'est un peu ce que j'ai fait dans le premier livre, et je trouve que ça permet des fois d'être plus parlant, en fait, de simplement dire il y a eu ça qui s'est passé, plutôt que de faire tout un paragraphe pour critiquer une tendance actuelle, juste de la pousser un petit peu en une phrase, ça suffit des fois. Voilà, et je trouve que avec la science-fiction, on peut beaucoup plus aller en profondeur des choses au final, plus simplement, je sais pas. Je trouve que c'est un outil très intéressant. On parle même de projection. Est-ce qu'il y a des personnages qui ont pu vous habiter, vous dire le roman est fini, mais ça fait des mois qu'il est fini, le personnage m'habite encore, j'ai envie de continuer, savoir ce qu'il est devenu et voir comment la société a évolué depuis. Est-ce que c'est des envies que vous avez pu avoir, même après avoir écrit chacun vos livres, vous dire tiens, ce personnage-là, finalement, j'ai envie de le retrouver, je veux voir comment il va évoluer. Est-ce que la société a bougé? Parce que ça peut arriver que ce soit les institutions sur le côté assistants sociaux. Là, je pense à Mathia, tout ce qui l'entoure, voir comment il peut grandir, comment il peut évoluer. Est-ce que vous avez eu chacun l'envie de vous dire tiens, finalement, alors j'ai envie de faire un one-shot, un seul livre, j'ai envie de retourner comme ça, plus sur le côté de la victime, pas forcément sur le côté de retrouver
des enquêteurs, ce qui est le cas chez François Michel, mais plus sur le côté des autres personnages, voir comment ils évoluent et comment la société évolue autour d'eux. Est-ce que ça peut être une envie chez vous? Oui. Moi non, pas du tout. En fait, je trouve que, je sais pas si c'est le cas pour tous les auteurs, mais personnellement, je change d'état d'esprit très vite en écrivant un livre. J'ai même du mal à finir les livres parce que dès que je change un peu si j'ai une façon optimiste ou pessimiste de voir les choses à tel moment, ça fait un roman complètement différent. Donc déjà, j'ai énormément de mal à terminer un roman dans le même registre parce qu'en général, j'ai changé d'état d'esprit au cours de l'écriture et j'ai énormément de mal à m'y remettre. Par exemple, si je commence un bouquin en étant un peu déprimé, la vie c'est de la merde, etc., je vais faire un truc un peu noir. Et puis d'un coup, ça va beaucoup mieux, et là je suis obligée de me replonger dans la vie de merde des personnages, et c'est lourd, quoi. Donc c'est super dur, du coup, non, jamais, une fois que c'est fini, Dieu merci, je ne plonge plus, quoi. Enfin, que ce soit quelque chose de positif ou négatif, hein, non, ouais, je suis très contente quand je mets le mot fin, déjà c'est un exploit, et j'ai surtout pas envie d'y revenir. Alors bon, moi j'ai les personnages du commandant Pesqueur, qui est un flic avec des valeurs, qui est engagé dans son métier et qui a envie de défendre certaines idées de la société, et qui passe de mémoire à bout portant avec la dénonciation des courants d'extrême droite sur la Normandie, la récupération de l'histoire dans la Seconde Guerre mondiale, etc. à un roman où il va effectivement découvrir cet enfant défiguré et puis partir après vers d'autres contrées. Il est accompagné aussi autour de lui. Il a son complice du premier roman qui est malheureusement un peu mort, avalé par les chiens, mais donc on ne le retrouve pas. Désolé mesdames. Par contre, on retrouve effectivement sa famille aussi autour de lui. Et ce qui m'intéressait, c'était de confronter, comme tu dis, la progression de cette famille, de ces gens qui grandissent dans une société, et voir quel regard ils peuvent porter sur l'évolution de la société, simplement. Oui, moi je me retrouve assez dans ce que disait Chloé. Je passais ma vie à papillonner. Longtemps j'ai cru que c'était l'inconstance, ou en tout cas c'est ce que me disaient mes profs et mes parents, mais en fait non, j'étais en train de construire mon univers de littérature, tout simplement. Et donc je pense que j'écris comme ça aussi, c'est-à-dire que j'aime bien plonger dans un univers pendant un roman, et puis il me tarde de passer à autre chose. Une autre période de l'histoire, parce que j'ai écrit aussi des polars historiques, ou un autre milieu social, ou un autre métier. Voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est d'aller brasser. Donc en général, quand je finis un roman, j'en ai ras-le-bol de ce roman, et je suis heureux de passer à autre chose. C'est pour ça que vous tuez tous les personnages. Pardon ? Oui, non, mais voilà, c'est ce qui arrive souvent. Pour le chien arabe, c'est un peu différent, mais c'est pas tellement faire état de l'évolution de la société qui m'intéressait, parce que en placement de produit, Pierre Fourniot serait fier de moi. En octobre 2017 de cette année, va sortir un autre roman à la Manufacture des Livres aussi, qui s'appellera 115, comme le numéro de téléphone du salut social. Et on va retrouver Sergine, ou Sergine, l'héroïne de ce roman, et Nathalie de Crest, la fliquette dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pas tellement l'évolution de la société, où j'avais envie de raconter un autre truc, qui était les punks à chiens dans Toulouse, les SDF, la façon dont on traite tous ces gens-là. Et donc je me suis beaucoup documenté sur ça, mais surtout j'avais envie de faire émerger Nathalie de Crest, qui était un peu en contrepoint dans le chien arabe. J'avais envie de la faire dominer. Voilà. C'est plus ça qui m'a intéressé. Mais je sais que j'aurais beaucoup de mal à continuer après ça. Et en général, je flingue mes héros à la fin de mes romans. Voilà. C'est pas très commercial, c'est un peu idiot. Mais... Alors par contre, ça m'a vachement amusé ce que tu racontais, ce ups and downs, et de revenir dans un truc down si on est en up. Ça, c'est typiquement, je pense que c'est ton âge aussi, parce que moi, je suis tout le temps down. À 50 ans, je suis jamais up, quoi. Donc j'ai moins de problèmes que toi pour retomber dans mes ambiances. C'est très rigolo, je trouve ça très bien vu. C'est très bien, vous parliez du policier. Il y a vraiment des visions différentes du policier. François Michel, on est un peu comme dans le héros. Le policier pesqueur, c'est plutôt quelqu'un de sympa, qui a une vraie empathie sur la population, sur ses collègues, qui a envie d'être amoureux, qui a envie de vivre une belle vie. Chloé, c'est l'inverse, quoi. C'est le flic, c'est le type qui peut traquer, on ne sait pas. D'ailleurs, il ne montre pas vraiment son visage tout le temps. C'est quoi pour vous concrètement le policier, quoi? Vous aviez envie
les uns et les autres montrer quel visage de la police et quelle vision vous avez de la police d'aujourd'hui. Je vais commencer, tu vas cracher. Donc moi, c'est pas si simple que ça non plus. C'est-à-dire que je pense que c'est surtout pas un héros. C'est quelqu'un d'ordinaire, c'est quelqu'un, je disais tout à l'heure, qui a des valeurs, qui croit au rôle de la société, enfin de la police sur la société, et qui croit à la justice et à la transmission. Et c'est quelqu'un aussi qui est dans un combat quotidien, parce que on le voit particulièrement à travers ce roman-là, il se confronte quand même à une hiérarchie, à des collègues qui sont parfois un peu courts au niveau réflexion et au niveau regard sur le monde et tolérance. Donc c'est surtout pas un héros, c'est pas Clint Eastwood non plus, c'est quelqu'un qui essaye de faire son travail du mieux qu'il le peut, avec certaines valeurs, et de les transmettre effectivement à ses collègues. Il ne faut pas hésiter, Chloé. Hein. Même s'il y a quelqu'un qui est entre le fait, il y a un auteur de roman policier qui peut être aussi policier s'il reprend sa carte, mais sinon, il ne faut pas hésiter. Je cherche mes mots, mais... Sinon, Benoît peut. Ouais. Moi, je connais beaucoup de flics à Toulouse, et je connais des brigands aussi. Et j'oublie jamais quand j'écris sur les gens qu'il y a des gens, les vrais gens derrière. C'est pas que des stéréotypes de romans policiers. Il faut faire très attention à ce qu'on raconte sur les gens parce que c'est blessant. Et j'ai pas envie de blesser les gens. Donc quand j'écris sur un beurre des cités, que je connais bien, j'ai pas envie d'être caricatural, ni dans un sens ni dans l'autre. J'ai pas envie d'être manichéen, voilà, enfin, ni angélique, ni oublier quand même tout le vécu de cette personne. Et les flics, c'est pareil. Je connais beaucoup de flics, donc je les fréquente aussi. Certains sont mes amis. Je n'ai pas envie de nier les bavures, les dérapages. J'ai pas envie de nier tous les dysfonctionnements, mais j'ai pas envie de nier non plus la réalité du travail de ces gens-là. Et la réelle psychologie de ces gens-là, qui est souvent bon père de famille ou mère de famille, envie d'une vie tranquille et en même temps, voilà, moi, il y a des choses dont j'ai pris conscience en passant des nuits au poste du bon côté. Parce que non, mais j'en ai passé aussi. Non, mais c'est pour ça aussi, parce que j'en ai passé aussi du mauvais côté. Donc je sais ce que c'est que, voilà, ce que ça peut être aussi d'être bousculé par un flic quand on a 15-16 ans. Mais en même temps, j'ai vu aussi des gardes à vue où j'ai vu ce que c'était que d'avoir 22 ans, d'être gardien de la paix, d'avoir 22 ans. Donc c'est l'âge de mon fils, hein. J'oublie pas ça aussi quand on... Voilà. Je vois ce gamin qui est complètement paumé, qui est pas d'ici, qui est pas toulousain, qui est dans une ville, il vient de la campagne, et ce gars-là a arrêté un sale type qui est pas sous, qui est pas drogué, enfin, qui est un sale type, et il l'a arrêté, et il est comme ça parce que arrêter quelqu'un, ça fout la trouille, quoi, parce que il y a des couteaux qui circulent, parce qu'il y a des guns, etc. Donc ça fout la trouille d'arrêter quelqu'un. Et vous l'amenez, le type vous a craché à la figure pendant tout le voyage dans la voiture, craché au sens littéral du terme, hein, et des insultes aussi. Et il arrive dans le bureau, vous commencez la garde à vue, et le gars commence à sortir son sexe parce qu'il a demandé à aller faire pipi. Et on lui dit non mais c'est bon, t'attends là, on va d'abord prendre ton nom et tu attends 5 minutes. Et le gars sort son sexe et commence à uriner sur le bureau, en vous disant vas-y connard, etc. Ça, quand on le voit, on se dit waouh, je comprends, j'excuse pas, qu'à 22 ans, à un moment donné, la gifle elle parte, quoi, voilà. Et c'est pas bien, et heureusement qu'il y a des cadres, heureusement qu'il y a quelqu'un qui le recadre ça, mais je comprends que c'est de l'humain, et c'est de l'humain sous tension, et moi j'ai déjà été con quand je me suis engueulé avec mon ex-femme, etc. Enfin voilà, et donc on est tous minables à un moment donné dans sa vie, sauf que là on n'a pas le droit. On est en uniforme, on est bien d'accord. Mais sauf que c'est tous les soirs, quoi. Et ma femme me faisait pas pipi dessus, quoi. Enfin, en gros, c'était quand même beaucoup plus soft, quoi. Non, mais ça vous regarde pas, mais je vous le dis, elle m'a traité de con, c'est tout, ça pas avec tout. Et voilà, donc ça j'ai pas envie de dire ah les gentils flics, hein, mais j'ai pas envie non plus d'oublier ça. Voilà. Donc toujours mes personnages, et c'est très difficile.
Et finalement, on en vient encore une fois à cette histoire de réel. Je me fous de savoir s'il y a un lampadaire là, mais ça, par contre, caricaturer les gens, je me méfie vachement, et c'est pour ça qu'un roman a besoin d'être décanté, d'être retravaillé, et qu'on n'est pas dans le fait divers, encore une fois. Non, mais enfin, vous direz la même chose. Les personnages, c'est la densité, la véracité, la cohérence psychologique des personnages, c'est ce qui va faire un bon roman ou pas. C'est pas tellement l'histoire. C'est comment vous allez croire à ces gens-là et vous reconnaître là-dedans ou pas, ou même si c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec vous, mais l'authenticité de la personne, je pense que c'est ce à quoi le lecteur est sensible. Chloé. Alors moi, la première version de Rien ne se perd, je l'avais proposée à la maison d'édition qui avait édité mon premier livre, donc les éditions du Masque, qui l'avait trouvé trop manichéen. Et qui m'avait demandé de faire de faire des scènes du point de vue des policiers pour essayer de rééquilibrer un petit peu. Et j'étais là, bon, ok, je vais essayer. Et puis là, je me suis retrouvée en garde à vue. Pour, enfin, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et je me suis fait cracher dessus, parce que ça va dans les deux sens. J'ai été arrêtée avec des personnes qui se sont fait menacer de mort par des policiers, avec l'arme sortie, etc. Bon. Et en fait, quand je me fais pas arrêter, quand ça fait un moment que j'ai pas eu affaire à la police, j'arrive à me dire ça, à me dire, être objective, à me dire c'est des hommes, il y a des hommes derrière l'uniforme, il y a du cœur, c'est des traits d'une père de famille sûrement. Mais quand je me retrouve en garde à vue, là je m'en fous que ce soit des bons pères de famille, je me fous que ce soit des bons époux, des bonnes épouses, et qu'ils soient très gentils dans leur vie. Là je me fais cracher dessus, je me fais insulter, je peux pas aller aux toilettes pendant 6 heures d'affilée, non, je suis humaine aussi, et en tant qu'humaine j'ai mes failles, et donc je peux pas être objective là-dessus. Je suis subjective complètement en fonction de ce que j'ai vécu, et pendant longtemps, moi j'étais dans l'image républicaine, la police qui est là pour nous protéger, etc. Et c'est vrai dans une certaine mesure, mais ça dépend de quel côté de la barrière vous êtes, ça dépend de quel milieu social vous êtes, ça dépend de votre nom de famille, ça dépend de votre niveau d'études, ça dépend de votre tête. Et je pense que la plupart des auteurs de polar, et moi y compris, ne sont pas les personnes qui souffrent le plus de l'inéquité, justement, comme ça, la police ne se comporte pas de la même façon avec un tel et un tel. Et souvent, des personnes me disent « Oui, moi j'ai déjà été arrêtée, ça s'est très bien passé. Bon, tu t'appelles Sébastien, tu as un master en sociologie. Si après la garde à vue, tu vas raconter que tu t'es fait fracasser la tête, les gens vont te croire. Par contre, Abdel, 16 ans, qui a arrêté les cours, s'il se fait fracasser la gueule et qu'il dit qu'il s'est fait fracasser la gueule, on va lui dire « Oui, mais t'as provoqué, ça va. » Voilà, il faut aussi juste garder ça en tête. Après, moi, la réalité que je connais, c'est vraiment les flics sur le terrain. Je ne sais pas comment ça se passe dans les enquêtes policières, les plus hauts gradés, etc. Je ne les connais pas. Donc, j'en ai aucune idée. Moi, je parle vraiment de la BAC, de ceux qui sont en civil, qui sont sur le terrain. Et là, franchement, j'en ai rarement vu des sympas, mais c'est mon expérience. Après, dans les bureaux, quand on est interrogé, donc là, c'est des officiers de police judiciaire, j'en ai vu beaucoup qui étaient compréhensifs. Mais c'est vrai que quand on s'est fait péter la gueule pendant son arrestation, on a beau avoir quelqu'un de compréhensif 2 heures après, on est là, la gueule en sang, et on n'est pas très... on a du mal à apprécier la compassion éventuelle qu'on peut avoir en face de soi. Je voulais dire autre chose, il me semble. Et oui, par rapport à mon livre, j'ai commencé à l'écrire après la mort de Rémi Fraisse. Pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était en 2014, je sais plus. Bon, il n'y a pas longtemps. Donc c'était un étudiant qui avait été tué accidentellement au cours d'une... Enfin, accidentellement. Qui a été tué au cours d'une manifestation avec... familiale, régionale, etc. Ça ne nous empêche pas de parler. Et au contraire, nos deux différents regards doivent s'enrichir les uns des autres. Et je trouvais que l'image de l'ancrage était assez belle parce que des racines, quand on les quitte, elles crèvent. Alors que l'ancrage, on peut en partir et on peut y revenir. Voilà. Et je pense que c'est un message aussi qu'on délivre, en tout cas que moi j'ai envie de délivrer à travers le polar. Ce que j'aime beaucoup à travers le polar, ce que j'ai toujours beaucoup aimé à travers le polar, c'est que c'est un genre populaire et que ça peut s'adresser vraiment à beaucoup de gens. Voilà. Et moi je suis content d'être lu par des gens
qui travaille dans un garage comme par un docteur en lettres. Voilà. C'est important pour moi, cette veine-là du polar. Je sais pas. Moi, j'écris pour moi. Voilà, je pense pas avoir un message à délivrer. Il se trouve que je suis dans un genre qui... C'est pas un choix, hein, ça s'est imposé à moi. Il se trouve que je suis dans un genre qui, en général, est celui qui traite de la société, amène peut-être pas à changer la société, certainement pas, mais à changer peut-être le regard qu'on peut avoir sur la société. Mais c'est pas mon but. Je n'ai pas cette prétention-là. Je m'autorise même pas à penser que j'écris avec ma colère en général. Il y a un truc qui m'énerve au départ et enfin, vous l'avez vu, je peux parler de façon un peu véhémente. Hein, il n'y a pas que parce que je suis du Sud, je pense qu'il y a aussi parce que je suis moi. Vous croyez, nous, c'est tous les gens du Sud qui sont comme ça. Non, on n'est pas tous énervés comme ça, mais moi, voilà, je suis énervé, j'ai cette colère, je sais d'où elle vient, ça ne vous regarde pas, et un moyen de la déposer, le seul moyen pour moi d'arriver à canaliser cette colère, de ne pas être trop malheureux avec cette colère, c'est d'écrire. Donc je dépose ma colère, et puis je passe à autre chose. Je vais m'énerver ailleurs, sur autre chose. C'est tout. Pareil. Je pense que, merci à vous, on a bien vu à la fois vos messages, cette image de la société. Certains d'entre vous ont peut-être des questions à poser à nos lecteurs, ou alors ça peut être juste des remarques de lecture, des envies de partage avec les autres. C'est jamais évident d'être le premier à lever la main, mais il faut savoir qu'ils sont morts de trouille, hein, même si comme ça certains peuvent lever un peu la voix pendant qu'ils partent, ils tremblent aussi avant de monter sur scène, donc n'hésitez pas à trembler à votre tour en levant la main. Oh, moi je veux bien. Oui, non, je vois, c'est marqué miroir de la société, mais le discours que vous avez eu tout de suite, ça me fait penser, plus qu'un miroir qui peut être déformant, il y a quand même un engagement politique, il y a un message, je crois pas assez fort. Bon. Alors je recommence, pour ceux qui n'ont pas entendu et qui ont raté. Je vois dans le titre, c'est marqué « Quand le polar se fait miroir de la société ». Alors je disais de façon un peu humoristique, un miroir, ça peut être aussi un miroir déformant. Et dans le discours que vous venez d'avoir là, tous les autres, tous les trois, fort intéressant, même s'il y a de la colère, mais moi je pense quand même qu'il y a un message politique, au sens noble du terme, et il y a un engagement qui n'est pas effectivement militant au sens des partis politiciens, mais il y a quand même la volonté, pas simplement d'être une image neutre, mais aussi d'amener les gens à réfléchir sur quand même les dysfonctionnements de la société. Mais avec le respect des personnes, comme vous l'avez dit. Ben, alors tout le monde est d'accord. Vous me laissez le mot de la fin? Ouais, on va vous laisser le mot de la fin. Non, mais je crois que je pense que ça s'adresse plus à moi par rapport à ce que j'ai dit à l'instant. À tous les trois. Parce que c'est pas parce que... Peut-être plus à vous, oui, parce que vous êtes moins engagé. Quoi? Non, c'est... Non, mais on peut... Le message peut être là, mais après on parlait d'intention, hein, et on parlait de... Moi je pense que quand j'écris quand je me documente pendant des mois sur un phénomène de société, quand je traîne pendant 4 mois, là je parle de 115 qui arrivera en octobre, vous vous souvenez, à la Manufacture des Livres, donc je passe des nuits plusieurs fois par semaine pendant 4 mois, dans des marottes de nuit, dans des haltes de nuit, dans des refuges, avec le 115, avec le secours populaire, etc., etc. Quand je vais parler à tous ces gens à la rue, etc., ce que je fais, c'est aussi moi, pour moi, j'essaie de cultiver la question politique. Mais c'est pour moi, c'est pas pour vous. Après, j'écris et vous en faites ce que vous voulez, mais moi, j'ai pas de message à vous délivrer. J'ai écrit de la façon la plus documentée, la plus authentique, et en même temps, j'ai écrit une fiction, une histoire avec des sentiments, avec des beaux mots, etc. etc. C'est ça mon message, c'est est-ce que j'ai réussi un roman? Point. Et j'oublie jamais, dans mes relectures, j'oublie jamais que c'est un roman et que je veux faire une œuvre de littérature. Parce que je n'ai pas évoqué ça, mais effectivement, là, je rebondis sur ça. Il y a le travail, il y a le rythme, il y a l'écriture, on en a parlé ensemble avant, en off. Il y a le côté nerveux, il y a tout, il y a la stylistique qui est aussi importante. Mais sinon, après, on pourrait passer, je crois qu'on va jusqu'à 22h tous les trois pour en parler. C'est vaste, c'est aussi tout le travail d'écriture. Et pour rebondir sur votre question, et Benoît disait qu'il ne faut pas mettre de genre. Donc volontairement,
Je ne suis pas allée pour vous dire ces auteurs-là sont des auteurs de polar, mais quelque part de la nouvelle génération, parce qu'ils vous parlent de la société. Et puis avec ce... Voilà, on va vous parler de la société, mais vous mettez de la lumière tous les trois dans vos textes quand même. C'est ça qui m'a... Je voulais le dire, il y a beaucoup de sensibilité chez chacun d'entre vous, alors que le polar, c'était un peu une peinture, c'est un peu la merde partout, et on va tous crever de toute façon. Je caricature, mais c'était un peu ça le côté polar des années 70. Vous montrez notre société, mais il reste de la lumière dans vos textes en disant c'est peut-être un peu la merde, mais on va y croire et on va aller ensemble et ensemble de l'avant, même si on est différents. On est sur le lire ensemble aujourd'hui, le vivre ensemble, et vous savez le montrer. Je ne suis pas allée dire est-ce que c'est du roman noir, est-ce que c'est du polar, mais effectivement, il y a la dimension politique. Politique, c'est la police. Police au sens, c'est une équipe de policiers, c'est police au sens étymologique grec, c'est la ville. C'est ça vos romans aussi. Dimension politique, parce que malgré elle, en même temps c'est ce que vous faites, vous transmettez, vous faites réfléchir, mais on peut être sur le travail de l'écriture aussi sans chercher à dire prenez mon bouquin, votez pour moi. Et, Oui. Non, mais je ne nie pas cette dimension politique, mais il faut jamais nier, on en parle moins, la dimension esthétique d'un roman. Policier, noir, tout ce que vous voulez. Et moi, quand j'écris, je pense autant à la dimension politique, voire moins à la dimension politique, qu'à la musique, la musique des mots, mais aussi la musique, hein, j'ai des influences de musique. Je pense à un tableau de Soutine, je pense à une pièce de théâtre, je pense au dernier La La Land que j'ai vu. Voilà ce qui me traverse quand j'écris. Je suis traversé par tout ça, autant, voire même beaucoup plus que par un propos politique quelconque. Alors après, je suis conscient de tout ce qui se passe. Je sais bien, mais c'est pas pour vous que j'écris ce message-là. C'est pour moi. Voilà. Oui, moi j'avais une question sur en fait le travail préalable, en même temps que vous écrivez romain. Je suppose qu'il va aussi chercher des informations dans des livres d'histoire, même s'il s'agit d'actualités récentes, mais bon, de l'histoire contemporaine. Je suppose que ça demande beaucoup de travail. Ce que vous avez dit tout à l'heure du fait divers me rappelle un échange avec Didier Deninx, qui était venu à Caen il y a pas mal d'années, et qui avait dit qu'il avait trouvé en quelque sorte sa vocation d'écrivain en lisant des détectives qu'avait sa tante quand il était jeune. Et tous ces faits divers, il avait reçu évidemment détective, vous connaissez, hein, ça existe toujours. Mais quand on voit qu'il a fait un travail sur la guerre d'Algérie, je suppose qu'ensuite il a dû aller chercher dans l'histoire récente tout ce qui lui a permis d'apporter des... Alors moi je voulais savoir si vous avez un peu fait ce travail, je ne compare pas Didier Deninx, c'est pas ça, mais est-ce que ce travail-là est important à côté de l'échange, enfin de l'expérience humaine que vous avez avec des SDF ou avec des policiers, comme vous l'avez dit. Voilà, chacun a le travail de documentation. Je crois qu'il y a un travail, je parlais de prise de notes tout à l'heure, il y a déjà un travail d'observation qui est important. Je pense qu'on est amené à voir des choses, à entendre des choses, que ce soit dans le travail, que ce soit au jour le jour. Donc ça pose un certain nombre de questions. Tu parlais de colère tout à l'heure, Benoît, et je pense que la colère et l'engagement politique parfois se rejoignent aussi. Après, bien évidemment, je pense qu'on ne peut pas se permettre de balancer n'importe quoi, n'importe comment, même si on est dans la fiction. Je pense qu'il faut vérifier ses sources. Et comme tu le disais tout à l'heure aussi, je pense que c'est important d'aller interroger tout ce qui est de l'ordre du préjugé aussi. Enfin, moi, ça me semble important d'échanger avec des gens qui sont en contact. Je peux comprendre ce que disait Benoît tout à l'heure sur la colère ou le sentiment de violence, par exemple, qui peut monter dans certaines brigades de police en échangeant avec des gens. Mais je comprends aussi tout à fait ce que dit Chloé sur le sentiment qu'il peut y avoir dans les quartiers face à l'injustice, face à une stigmatisation. Et je pense que notre travail, c'est d'être juste quelque part aussi et d'aller chercher non seulement dans les textes, dans les références, de vérifier des sources, mais aussi de recueillir des témoignages. Pour répondre à votre question sur la documentation, oui, il y a un énorme travail de documentation pour ma part, outre ce que tu dis là, l'observation humaine
qui est très très importante pour tout ce que tu viens de dire, mais documentation pure, oui, bien sûr. Ça peut être très long, et ça précède, chez moi, ça précède l'écriture, ça peut durer des mois, ça peut durer des années des fois, oui. Alors si vous faites une référence à Didier Deninx, lui c'est le spécialiste de la documentation, il fait un travail d'historien, lui, il va plus loin que ça, hein. Il va dégoter des trucs complètement oubliés sur les néo-calédoniens, etc. Il y a des choses, oui, lui voilà, il va dans les sources primaires. Moi je me contente de sources secondaires en général. Parce que je ne suis pas historien, je ne sais pas fouiller dans les sources primaires, donc voilà, Internet, génial. Moi, tout le monde dit méfiez-vous d'Internet, moi j'adore Internet, Wikipédia c'est super, enfin voilà, je vérifie mes sources, mais bon, non, mais la vulgarisation est telle aujourd'hui que c'est super, il y a plein de choses. Voilà, j'ai discuté, je ne sais pas si vous connaissez Antonin Varenne, qui a écrit 30 000 chevaux vapeur, et on lui demandait, mais cette scène de Londres asséchée, parce que la Tamise était à sec, et donc toute cette odeur, ça fait toute une partie du roman, en fait, c'est la première partie du roman. Comment tu as su, comment tu as dégoté ça, etc. Et lui, sans vergogne, il dit, Wikipédia, j'ai vu un article, 3 lignes là-dessus, pof, j'ai gambergé, et il a écrit un roman. Voilà, sur 3 lignes de documentation. Sauf que lui, il vous le dira, il y en a plein qui vous diront, non, il fait des recherches. Voilà, ça suffit, des fois, la documentation c'est très important, mais on ne parle pas de Deninx, hein, qui lui fait œuvre, vraiment, il a un autre propos lui aussi. Hein. Mais quand on veut se servir du décor, la documentation, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter aussi. Il faut pas oublier que c'est une fiction, vous avez besoin d'un décor, une fois que vous l'avez, un détail peut suffire. Et puis le reste, ça va, on va vous embarquer de toute manière. Après, c'est du tricotage d'auteur. Est-ce que quelqu'un a une dernière question avant de... Oui, un petit mot sur le sujet sur la doc. Est-ce que quelqu'un avait encore une question avant de pouvoir aller rencontrer les auteurs, j'irais presque en tête à tête pour des dédicaces, parce qu'ils sont encore là avant de reprendre leur train encore 1 heure ou 2, donc il ne faut pas hésiter à aller les voir, leur poser des questions. Ne vous inquiétez pas, même s'ils parlent fort, des fois ils peuvent être adorables également. Il ne faut pas hésiter à aller les voir. Et puis je vais vous donner, je ne sais pas s'il y a encore une main qui veut se lever dans la salle ou pas. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose au début, je n'ai pas entendu. Pardon, c'est Benoît. Oui, c'est à propos du revenu, à propos de pas forcément vivre d'avoir des... Non, c'était une bêtise. Ah, alors tu es merci. Non, c'était une bêtise à propos d'un Benoît. Ça permettait peut-être de vivre. Oui. Voilà. Non, d'accord, j'ai cru que j'avais loupé une interjection. Enfin, non pas que ce soit pas. Donc, je vais vous proposer de retrouver les auteurs en dédicace. Et puis, je vais vous donner rendez-vous à 16h pour un entretien avec Daniel Thierry et Olivier Norek pour Quand l'expérience professionnelle nourrit la fiction. Car on peut être policier, en exercer la profession, puis avoir un jour envie de poser le flingue et puis de prendre la plume. Donc rendez-vous à 16h. Et sinon, je vous rappelle rapidement les titres de nos auteurs que je remercie d'être venus. Vous avez François-Michel Dupont avec Les Ombres du Quai et Mémoire à bout portant qui se passe dans notre ville de Caen. Vous avez Chloé Mehdi, donc on a parlé de Rien ne se perd et puis Monstre en cavale. Et vous avez Benoît Sévrac avec notamment Le Chien arabe, et puis il y a d'autres livres à découvrir chez mon confrère libraire. Donc merci à vous tous d'être venus et merci pour votre écoute. Véritablement, en santé, dans la ville, les gens étaient sonnés debout.